Et ça fait des séquences d'émotions et de bonheur qui sont fortes, quoi, qui arrivent au quotidien, plusieurs fois par jour, le jour, la nuit, je sais pas quoi, t'es à la barre, t'es là, waouh, on est les rois du pétrole. On vit 20 printemps dans la tour du monde, on vit 20 ou 30 printemps, 30 émotions de printemps, toutes les émotions de l'amour, toutes les émotions de tout, on les vit dans un bateau qui marche, qu'on aime ça. Donc c'est waouh, c'est la grâce pure, quoi. Ça, c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve. Enfin, oui, il n'y a pas mieux. Il y a moins de risques moralement à aller se prendre une claque, un bateau qui ne marche pas, à pas réussir à passer à l'équateur et tout, qu'à pas avoir essayé. Et de rester là à faire des commentaires sur le quai. Mais pas loin. La mer a pas gelé, c'est déjà bien. Ouais, mais le boulet, si. Moi, le bateau, ça faisait 1 an qu'il était au bout du quai, je n'osais même plus aller à bord. Hein. Je n'osais pas, ça me rendait malade d'y aller, quoi. Je ne supportais pas ce bateau au bout du quai, là. Et donc, quand on trouve, on dit ça y est, on repart en campagne, quoi. L'aventure est là à nouveau, on va faire quelque chose d'intéressant. Ok, là-bas à droite. Dans le métier qu'on fait, on a toujours un rêve, on a toujours un bateau en tête et on cherche toujours un peu d'argent. Il faut réunir 3 choses. Là, on a tout. On a tout. On a le rêve faisable, le bateau existe et l'argent pour courir. On est là. On a tout. Il manque le seul élément sur lequel on n'a jamais osé penser qu'il ne pouvait pas venir, c'est le vent. Et il ne manque pas une journée, il manque pas, je sais pas, il manque des mois. Pendant 3 ans, il n'y avait pas un départ potable de France pour rejoindre l'équateur vite. Et chaque fois qu'on va sur l'équateur, c'est de pire en pire. Il nous manque le seul truc qu'on ne peut pas acheter, c'est qu'on a tout préparé, pour la fête. On est des nazes dans ce coup-là. Merde. Ah, mais moi, je le vivais comme comme du chagrin, je crois. Quand on aura un peu de vent, là, on est un peu empétonné avec un peu de mer résiduelle. Enfin. Ouais, t'attends que le grain passe et de retrouver du vent frais? Oh, ouais, exactement, ouais. Alors je vous dis un petit message de Peter Beck. Godspeed, go quickly, go carefully. J'ai besoin de traduire pour les incultes. Que Dieu vous apporte la vitesse. Allez vite, mais faites attention. Ok, merci. Dans 20 secondes environ. 5, 4, 3, 2, 1, top.
Moi, j'ai coupé la ligne de départ, il y avait 11 nœuds de vent sur la ligne. Bah, attendez, mais n'importe qui m'aurait dit, n'y allez pas. Et le trou était tout petit pour s'en aller. Moi, je disais, voilà, vu le système météo qu'on a, pour se tirer de la merde, pour essayer d'accrocher quelque chose de décent à Lisbonne, j'accepte 3 jours pour descendre à travers de Lisbonne, donc soit 200 000 par jour sur la route. Donc on était quand même loin de l'équateur en 7 jours, hein, parce qu'on n'avait que du survol, que du vent dans la gueule, que des choses intraitables. Donc le phénomène n'existait pas. Et quand on est parti, on avait une petite bascule qui valait tripette. Hein, on était 11 nœuds sur la ligne, c'était calmouille et compagnie. Enfin, il n'y avait pas de souffle, rien ne s'établissait. Mais c'était la première fois qu'on n'avait pas sur la tronche entre 30 et 40 nœuds de sud-ouest sur le parcours. J'ai quand même passé 3 ans à essayer de descendre sur ce putain d'équateur dans un temps décent. On se retrouve avec Sporelec à l'équateur avec 11 jours, 6 heures. Moi, je me dis, attendez, ça tient pas la route, là. Ça tient pas la route. Ce bateau va plus vite qu'il n'allait. On a un mât neuf, on a des voiles de petit temps vraiment adaptées. On a vraiment fait un travail en profondeur avec les voiliers, avec l'équipage, en réfléchissant. Et moi, j'ai du vrai chagrin. Là, j'ai du chagrin ouais, il n'y avait pas d'autre mot. J'ai du chagrin. Je me dis, merde, putain, on se crève le cul. Et on n'y arrive pas, quoi. On prend un peu Pépère dans le petit temps. C'est assez intéressant. Pépère, il n'est pas content, je crois. Non? Tu as été réveillé? Il a été réveillé. Il dort pas beaucoup, alors quand il dort, faut essayer de dormir. Ah ouais, enfin, Il est ronchon. ah, il reprend. On va sortir du cake. Il était pas bon. En plus? C'est le rance. Ah oui, il était beau. On a tellement de merde, ça peut pas être pire. Donc, on va voir lequel est le plus méchant, quoi. Tu sais, il y a un côté où tu te dis, bon, ben, attends, on en prend plein la gueule, mais puisqu'on va en prendre plein la gueule, voilà, c'est pas sur le fait d'en prendre plein la gueule qu'on va m'avoir, voilà. Et moi, je dis, on continue, on va aller après, avec les mecs de l'équipage, je leur explique. Puis je leur dis, on va aborder le sud, on arrive tard, on est un peu dans la merde, mais en même temps, on passe, et si on réussit à pas passer, on s'échappe vers le nord, mais on tente, on va jusqu'au bout, quoi. On reste pas là-dessus, là. Et en fait, le discours, il était à peine prononcé, donc on avait à peine quitté l'équateur pour faire le sud, qu'on arrive sur la latitude Cape Town, et là on en reprend 2 jours à Blake, donc le discours n'avait plus besoin d'être formulé, il y avait juste le concept qui a été dit. Ça me faisait marrer d'aller dans le sud, parce qu'on allait pour moi dans un sud qui était redevenu vierge, parce qu'il n'y avait pas d'automnal, un peu comme la Poudreuse, quoi, où en montagne, les mecs font une hivernale de tel sommet, c'est pas pareil que de faire en été. Donc,
ça me faisait un peu marrer d'aller remettre le doigt dans le trou du cul du diable en disant attends, on va y aller. Et puis toujours cette espèce de schéma très primaire, archaïque, pas contemporain et pas mode, mais qui reste des bases fondamentales de ce qu'est une vie d'homme. C'est-à-dire que ça va se faire qu'à la violence et qu'à l'âme, quoi, qu'aux couilles. Et là, je me dis, et je le pense profondément, puisque ça doit se faire aux couilles, on va y aller, de toute façon. Voilà. On s'est souvent donné plus de mal en étant moins récompensé, voilà. Le parcours de Lyonnaise, il était hyper simple. On descend à l'équateur contre Blake, qui met 7 jours, 3 heures, on doit mettre 7 jours, 6 heures. Voilà, sur l'équateur. Après, on descend dans la deuxième partie de l'Atlantique. Là, on se fait planter grave. Ils me disent de pas aller dans le sud. Alors, Blake passe dans le sud. À un moment donné, on se retrouve 1475 milles derrière Blake. Et là, on se fait le sud, à l'arraché, en disant « Attends, on va pas laisser faire ça ». Et on va dans le sud, mais comme des malades. Et après, on lui donne la chasse. Le Cape Town au Cap Horn, on récupère 1200 milles sur Blake, à 5. Quand on remonte du Cap Horn, on ne vaut plus un clou. On ne vaut plus un clou, on est complètement sur les genoux, on est épuisé. Moi, je veux changer la drisse de grand voile. On a la drisse, elle est neuve, elle est là, elle est posée sur le filet. On a un mec en tête de mât, qui est déjà en tête de mât, il fait mer plate et tout, donc le travail peut se faire. On est tellement crevé que le mec là-haut dit ça peut aller, la drisse n'a pas l'air abîmée, c'est juste la gaine. Et on est tellement crevé que, alors que j'avais décidé depuis le départ qu'on changerait la drisse de grand voile à ce moment-là, ben je le fais pas, je sens mes mecs trop crevés et tout. Je change pas parce qu'on est tellement crevé qu'on n'est plus intelligent, quoi. On casse la drisse 2 jours après, et là on se retrouve dans les mers où on ne peut pas la repasser, quoi. Donc à l'arrivée, on s'est fait mettre 55 heures par Blake. On s'est vu lui reprendre 1200 milles dans le sud, et on s'est vu arriver, couper l'équateur, 4 heures après lui, en 7 jours, 7 heures, lui c'est 7 jours, 3 heures. Donc on sait qu'il est à notre portée d'une certaine façon, quoi, ou qu'il aurait pu l'être. Voilà. Bon, là, il faudrait qu'on essaie d'avoir un numéro en Amérique, là. Hi, Bob, c'est Olivier. Fine on you, good morning. Tell me, are you trying to send me a fax now? C'est une grâce formidable de travailler avec un auteur comme Bob Rice. C'est une grâce formidable de comprendre l'autre qui vous comprend aussi bien et que l'on le comprend lui. C'est-à-dire que, pour des raisons mystérieuses, je comprends tout ce que me dit Bob, et Bob comprend tout ce que je lui dis. Ce qui est excessivement rare. Parce que même les gens qui s'aiment, parfois, n'arrivent même pas à se comprendre sur des choses simples, et moi, je comprends tout ce que dit Bob. C'est-à-dire que, quand Bob m'envoie un téléx, bon, de temps en temps, je prends mon dico, parce que cet enfoiré, il met de l'argot dedans, et je ne veux pas, ce n'est pas bien. Moi, je parle un anglais tout à fait pur. Donc, mais tout ce que Bob me communique, je le comprends. C'est extraordinaire. Et je crois qu'il comprend tout ce que je lui envoie. C'est-à-dire que, on a, dans la communication, avec ce génie météorologique, on n'a aucune perte d'intensité.
I copy you, but I don't understand what you say. Moi, quand j'avais été le voir, je lui avais dit, je viens voir le mec qui nous a battus, hein, avec Blake. Et je voulais naviguer. C'est la première fois que je voulais vraiment que quelqu'un bosse avec moi, tu vois. Et on a passé 3 heures. Tous les heures, j'étais obligé de sortir fumer un clope dehors parce que j'étais comme à l'école. C'est là un anglais technique, météorologique et tout. Au bout d'une heure, je sature, qu'on a le cerveau encombré. Je sortais fumer mon clope et je retournais et je me disais, cet enfoiré. Une appréhension du système et un regard sur le système. Et ce mec a vraiment compris ce que c'est que d'emmener un multicoque autour du monde. Ça, j'étais persuadé, quoi. Et là, je dois dire qu'on a fait avec Bob du bateau. Puis il donne, hein. Il dort pas, hein. Il donne, c'est que il n'a pas dû dormir plus que moi sur ce tour, hein. Et peut-être moins à mon avis même. Moi, j'en ai eu des bonheurs, mais extraordinaires. Vraiment, il court, Bob. Il est en course. C'était mon plus bel équipier, quoi. Vas-y Fred, t'as raison. Tenez bon les gars. Affalez les cacatois, il sait la voie d'eau. À moi l'équipage. Un équipage, c'est un ramassis de mecs avec leurs qualités et leurs défauts. Et ce qui est intéressant dans un équipage au sens propre et digne du terme, c'est quand on réussit, quand je dis on, c'est le skipper réussit à les amener, et quand je dis on aussi, c'est la magie d'un équipage qui sait être magique. Il n'y a pas de, c'est à faire en sorte que l'ensemble des activités que nous avons sur le bord n'est faite que dans un seul but, obtenir le meilleur de chacun, son meilleur. Ce meilleur-là, entièrement dévoué au service du bateau. Moi, j'aimais bien les voir contents, quoi. J'aimais bien les voir. J'aime bien, c'est vachement agréable de voir un équipage heureux, content et tout. C'est un équipage qui, je pense, mais tu sais, qui, je pense, s'entendait bien. Je ne sais pas, on ne me dira jamais tout. Et de toute façon, je ne suis pas là pour qu'on me dise tout. Il faut qu'il y en ait un qui décide, qui va anticiper tout le temps le futur. Et l'autre qui décide, qui va tout le temps gérer au maximum le mieux le présent. C'est ça la différence. Donc en fait, on vit dans le même espace, mais on ne vit pas dans le même temps. Moi, j'ai le rôle d'un entraîneur, donc de leur permettre de mettre au maximum leur qualité au service du bateau. Qu'ils en bavent, c'est leur histoire, c'est pas mon problème.
toute façon, ils dorment tous les jours un certain nombre, ça, c'est pas bien sûr qu'ils en bavent. En plus, c'est des hommes jeunes qui n'ont jamais fait ça, ils découvrent quand même. Ça gueulait, je te signale, si jamais il y avait un écart de 10 degrés et tout, je sais pas quoi, putain, moi, je hurle. Marin de monocoque, ils insultent les mecs et tout. Puis je deviens fou furieux. Je deviens fou furieux. Psychologiquement, moi, j'ai toujours eu peur de l'Indien. Dominique Guillet est mort dans l'Indien, Deroux a disparu dans l'Indien. L'Indien, c'est une zone de merde. C'est la zone où ils se sont fait massacrer au globe, c'est dans l'Indien. C'est entre 80 et 110, ça correspond à la verticale de la face ouest de l'Australie. Cette zone-là est hyper dangereuse. Moi, j'ai toujours eu peur de l'Indien. Un peu le sud. Le Pacifique, j'ai toujours l'impression que je pourrais m'arranger, moi. Pourquoi on est stressé autour du monde? C'est pas l'idée de mourir, mais l'idée de perdre le bateau ou de casser le bateau, là, ça c'est stressant. Perdre un mec, ça devient un non-sens, parce que tout ça c'est fait pour se marrer. Alors, perdre un mec, c'est l'arbre de Noël qui prend feu. Tu as tout préparé, puis c'est nul. Ça n'a pas de sens. Et puis, c'est pas fait pour mourir. Il y a plein d'équivoques sur le risque. Tout le monde parle du risque. D'abord, moi, je trouve que le risque est sain. Moi, j'ai 53 ans. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie qui me fasse vraiment marrer à part ça? Il n'y a que ça. J'ai envie de vivre, mais j'ai pas envie de vivre n'importe comment. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et pour moi, ne pas faire ce que j'ai envie de faire, c'est mourir. Ouais. C'est certain, ça. Donc mourir, je suis beaucoup plus en danger à terre qu'en allant faire ce que j'aime. Beaucoup plus en danger. On va à une latitude où personne ne va, on passe sous Kerguelen, et là je me marre parce que je reçois des fax à bord, il y a un chalutier français qui empêche au nord Kerguelen. Et puis il y a les gars qui font les terres australes, qui ont un bateau d'assistance sur les Kerguelen où ils font la cartographie. Et je reçois des fax assez marrant. Bienvenue dans le sud, puis les mecs disent faites attention quand même, on discute. À un moment donné, ils veulent même qu'on discute en radio. Alors nous, notre radio, elle passait nulle part, donc ils me donnent une fréquence, on se retrouve à 8, sur les 4 mégas, 8 mégas. Et c'était très drôle parce que ils voulaient qu'on s'appelle tous les soirs, mais pour rien dire. Et après, je l'ai bien vu, parce que dans leur téléx, c'était pour être sûr qu'il ne nous était rien arrivé, quoi. Et c'était épudique et très touchant en même temps. Les mecs, alors, tous les soirs, on s'appelle demain, on s'appelle demain. Si la vie de s'appeler, ouais, bon, ça va, rien à dire. Mais en fait, ils voulaient qu'on s'appelle, quoi. On avait parlé, donc on était encore vivants.
on est au-dessus de la Nouvelle-Zélande, on remonte jusqu'à 47, on va essayer de passer. Et là, on voit qu'on ne passera pas. Il faudrait aller à 42, c'est foutu. Il ne nous reste qu'une option, c'est traverser et descendre, aller à la glace, quoi. Et moi, je l'avais vu, je l'avais dit, il ne faut pas qu'on y aille. On avait été pris dans la glace avec Charles, et moi je dis, il ne faut pas y aller. C'est trop cher, c'est trop dangereux. Et d'abord, maritimmement, on ne peut pas aller vite dans la glace, parce que sinon on va se planter, on va mourir. Et en même temps, si ça se passe mal, alors là, putain. Et quand il a fallu descendre dans la glace, moi je dis, attends, on va aller dans la schéma où on risque de se prendre une branlée. La saison devenait de plus en plus tardive. Entre des growlers et des icebergs, enfin, là, on va mourir. Et en même temps, je me disais, on doit réussir à passer, quoi. Je leur dis, voilà, jusqu'ici, tout ce que vous avez vu, c'est on a joué petit. Là, on descend, on va jouer le vrai sud, là. Et on va prendre, quoi. On n'est plus dans le yachting, voilà. On rentre dans la vraie aventure. On ne fait plus la course autour du monde, là. On va au vrai danger. Voilà. C'est un cauchemar. On a 14 heures de nuit. L'eau de mer est entre 0 et -2. Et tu vois un iceberg de la taille d'un immeuble toutes les heures, ou à bord ou à tribord. Attends, ouais, c'est un cauchemar effrayant. C'est un effrayant cauchemar. Tu sais pas si tu vas pas prendre du mauvais temps quand même. Tu sais pas si tu vas rencontrer des morceaux éparpillés et tout. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Dans cette période du Sud, à bord, ça n'a pas parlé. Il n'y a jamais eu de conversation à bord. Mais ce n'est pas du tout limitatif. Hein. Ça montrait au contraire une extraordinaire attention et intelligence du milieu maritime qu'on traversait. Ce n'était pas du tout un truc d'abruti. C'était au contraire, c'était l'équipage collectivement d'un navire appliqué à faire en sorte que le meilleur de tout ce que l'on voyait puisse nous permettre d'accéder à être encore meilleur dans l'heure suivante et tout.
ça peut paraître très dur vu de l'extérieur, et il ne faut pas oublier quand même aussi que ce métier a d'énormes consolations, c'est-à-dire que le décor dans lequel ça se fait, la beauté du monde maritime, le plaisir de faire bien naviguer un bateau sont des consolations énormes des souffrances ou des humiliations que peuvent accorder de mauvaises conditions météorologiques. Et avec Yves Pouillot, parfois on se disait, on est dans la calmasse, il me disait, mais oui, mais attends, on est en bateau, quoi. On est à bord. Et c'est très vrai, on était en bateau, quoi. On faisait du joli bateau avec 3 nœuds de vent, mais ça restait du joli bateau. Même quand tu as du chagrin et que ça marche pas, ça marche pas dans un décor sublime, quoi. Ça marche pas. T'as quand même des vraies compensations. Il te reste des bonheurs, quoi. Donc, t'es pas à la rue de tes rêves, quoi. Il reste quelque chose, voilà. Et le résultat, c'était quand même gris-noir. Il est suffisamment clair pour, mettons, entre 6 et 8 heures par jour, juste voir le monde hostile dans lequel on était, quoi. Puis la nuit, il revenait mettre ça. Et là, on a eu du pot, parce que dans nos misères, on a eu du pot, la lune. Passé le Cap Horn avec la lune montante. Ça faisait donc 30 jours qu'on n'avait pas vu une lumière extérieure à la nôtre. Puis il y a ce petit phare qui clignote. Clignote pour personne, de toute façon, parce que personne ne passe là, quoi. Et tu passes le Horn, tu es content parce que ça veut dire que tu as passé le Horn, ça veut dire que tu marques un chrono. Puis ça veut dire aussi que, normalement, on va... Ouais, ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'on va être vivant, quoi. Et j'avais la sensation physique, mais je voulais en parler, parce que ça me faisait plaisir de parler avec Poupon, qui a vécu là-bas quelques mois, que c'est écrit, en gros, on ferme. Et que, déjà, dans tous ces océans du Sud, tu as l'impression que t'as rien à faire là, tu vois. Get out of here. On veut pas de toi. Mais comme, presque comme un endroit où il faut pas aller, comme un endroit interdit, au sens propre du terme. Et quand la saison froide arrive, là, c'est l'empire de l'hiver va arriver. Et d'ailleurs, en avril, toutes les bases polaires ont été ravitaillées, les bateaux sont rentrés, si tu veux. On a bâché, la saison est terminée, quoi. Ouais, et là on le sait, quoi. Et on sait qu'on est... Tu immobilises une barrière, une prison de froid. Et cette prison de froid peut se refermer à tout moment, quoi. Vraiment sur toi. Et ça, c'est très fort, c'est très impressionnant.
Moi, je sais que je suis devant Hamza depuis Kerguelen. Mais pour les autres, je n'y suis pas. Je parle devant géographiquement, mais je suis positionné beaucoup mieux pour le prendre. Puis tu vois, tout le temps on est sous Kerguelen, déjà on lui prend, alors qu'il va vite, on lui prend la route, on lui prend déjà les quarts de route. Il tourne à 40, il est à 44 ou 46 nord, on est à 52. Ça, on prend la, et moi je sais que je suis devant lui. Ouais. Donc c'est pas le même devant. Comparer les livres de bord de nous contre Hamza, de nous contre nous, on était là, faire de l'épicerie toute la journée, quoi. En train de se demander, là on passe plus vite, là on passe moins vite, et moi dans cette zone-là on va peut-être se faire un peu massacrer. Sauf que la rotation du vent se fait un petit peu plus sud. Ah merde, ça devient trop sud, là on va plus avoir la glisse qu'il nous faut dans la mer qu'on a, je sais pas quoi. C'est toute la journée en train de gérer et d'avancer vite et de spéculer. Mais je sais que mon avance vaut rien. Je sais qu'il faut prendre chaque seconde, mais que c'est absolument pas une assurance. On a 3 jours d'avance sur un schéma donné. On ne sait pas à quelle sauce on va être dévoré le lendemain. Donc moi, ce qui est engrangé montre que ça a bien marché dans le rétroviseur. Ça n'est absolument pas le garant que demain ça va aller et que ça va être suffisant pour demain. Une dépression, c'est simple, ça arrive, il y a temps, c'est creux, ça bouge, on sait que ça fait tel vent, on sait qu'on va sentir qu'elle va mourir à tel endroit, je sais pas quoi. Un anticyclone, c'est une espèce de méduse flax qu'on ne connaît pas les pourtours, ni les je sais pas quoi. Et quand on s'engage dedans, on ne sait pas ni à quelle heure, ni quand on va en sortir. C'est ingérable. Moi, je me disais, l'anticyclone va tout nous piquer. À un moment donné, on se dit, ouais, bon, on a 3 jours d'avance, on va plus en avoir que 2. Bon, on fait les calculs. Merde. On ne va plus en avoir qu'un. Et si on reste bloqué 4 jours, oh la vache, on va peut-être, il nous reste 1 heure. Alors, il reste 3200, 1000, alors on divise à 12 nœuds, ça fait ça, à 12 nœuds 7, ça fait ça, à 12 nœuds 3, c'est le compte d'apothicaire. Alors, toutes les machines à calculer du bord fonctionnaient en permanence, tous les GPS étaient allumés. Il y avait 20 boursicoteurs, enfin, on était 7, il y avait 20 boursicoteurs, c'est hallucinant, quoi. Tu pouvais demander à chaque instant, et si on marche à 13 nœuds 2, on arrive à telle heure, en temps d'heure, je sais pas quoi. Donc c'était vraiment, c'était la folie des chiffres, quoi. Je voulais leur parler pour pas qu'ils prennent le choc trop violemment, je leur avais dit, vous savez les mecs, c'est loin d'être fait, et on risque de se faire voler comme au coin du bois. Et qu'on n'aura peut-être pas droit à la magie de la ligne. Mais ce qui compte en bateau, c'est ce qu'on a fait.
ce qui compte aussi, c'est ce qu'on va faire. On s'est quand même tapé un truc dément. On a pris 7 jours à Blake sur Équateur. On a vraiment fait du joli bateau. Bon, on ne sera peut-être pas récompensé. Je leur dis, bon, c'est pas grave. Nous, dans notre cœur, on saura qu'on a fait ça. Chez moi toujours. J'ai passé 10 ans avec Eric là-bas. Nous, pendant 4 ans, on n'a rien gagné. Hein. On cassait tous les mois de PWX6, on mettait toujours dans la merde. Et on avait la presse qui se déchaînait, qui écrivait arrêtez, que fait la police, c'est honteux, la marine devrait le récupérer, le renvoyer garder un dépôt de munitions, avec Tabarly quand même, qui est à mon avis, en voile, l'homme du siècle, hein, inégalé, inégalable, enfin bon, top. Et on avait ça. Et moi, je voyais Eric hyper serein. Alors, il nous arrivait des merdes, Eric disait, bah, ça c'est bien, on a fait du bateau bien, et on faisait du bateau bien. Donc j'avais compris qu'on pouvait faire du bateau bien et pas être récompensé. Et je l'avais vu auprès d'un homme pour lequel j'avais de l'affection et de l'admiration, et auquel j'ai encore plus d'admiration aujourd'hui. Plus j'ai navigué, plus j'ai aimé la façon dont Eric navigue et le marin que c'est. Bonjour madame de Turquie. Grâce à vous, j'ai porté les lunettes et il n'y a pas de problème. Il peut supporter les poteaux noirs? Je supporte tout. Tous les amis négros. Les lunettes, ça n'abîme pas mon regard. Si, ma. Grâce à que j'ai les lunettes. Ma. De qualité, Guardet. Ma, elle est formidable. Ça s'appelle Guardet, que c'est difficile les Français, regardez clairement. Guardet, Si, Guardet, c'est Moi, pour que mes bateaux vivent parfois, j'ai été faire le clown, quoi. Et si t'es drôle, tu peux pas être sérieux. Ça, c'est une insulte, c'est une souffrance énorme. Mais c'est mon destin, quoi. Et c'est vrai, je n'avais pas d'autre moyen pour gagner de l'argent de faire le clown. Alors j'ai fait le clown. Et toutes les humiliations de faire le clown, je les ai vécues 10 fois plus que... En plus, si t'es drôle, si t'es drôle, tu peux pas être sérieux. Si t'es drôle, t'es un rigolo. Donc, enfin, on sort de tous les systèmes horribles. Et il y a plusieurs années déjà, je me suis dit que il y avait peut-être plus de grandeur à accepter d'être le clown et l'humiliation du clown, tu vois, et de parvenir un jour à ce que je voulais. C'est que moi, je suis toujours resté patron de mon affaire qui marche pas bien, mais c'était moi le patron. Il n'y a personne qui a pu me parler de ma vie sur un ton qui ne me plaisait pas. Il n'y a jamais un sponsor, je ne sais pas quoi, qui a pu me parler sur un ton qui ne me plaisait pas. Ah, c'est peut-être cher payé, je ne sais pas. Notre matériel ne va pas durer éternellement, quoi. Cette expression de vivre la barre dans le ventre, c'est l'idée de casser, quoi. Donc on sait que chaque goupille, chaque axe, mais des milliers de fois. Donc, et ça s'use. Hein, on sait ça. Donc il ne faut pas qu'on dépasse il ne faut pas que l'usure arrive à la rupture. Tu n'avais rien fait, l'a rendu ici. Encore. C'est pas, dis-moi, avant circuler quelque chose. Je vois rien, c'est Mais non, mais Michel, il fait. le problème, c'est que
c'est pas trop mal. C'est la clé. La grosse On part avec un bon équipage, on arrive avec un excellent équipage. Le fait que des hommes soient à la mer 24 heures sur 24 pendant des jours et des jours, ça les rend meilleurs marins. Ils sont complètement imprégnés de ce que l'on fait. Et on finit par naviguer avec une équipe très maritime. La moindre réaction du bateau est perçue par chacun, petit clapot, anglo-vent, ceci et cela. Donc on finit par faire un bateau très amusant et très fin. Dès qu'on arrive à un niveau de qualité de régate colossal, bien supérieur à ce que font la plupart des gens sur les triangles, parce qu'on est dedans tout le temps. Donc l'organisme s'habitue et le bateau est perçu hein, exactement comme au bout d'un certain temps, comme lorsqu'on met ses chaussures le matin, on se rend compte qu'on met des chaussures et on se rend compte qu'on a des chaussures. Lorsqu'on les enlève le soir, dans la journée, on ne se rend pas compte qu'on a des chaussures. Et je pense qu'on a ça avec le bateau aussi. Donc on arrive à faire un bateau de très très grande qualité et très amusant. On aurait eu un bateau contre nous, contre lequel on aurait mis l'écart qu'on avait mis au Blake virtuel contre lequel on courait. Il suffisait de rester entre la ligne et lui, ce qui était à la portée de n'importe quel débile, et on était sûr de gagner. Mais là, dans le record, c'est ce qu'ils ont de cruel et de violent, c'est que tant que la ligne n'est pas coupée, il ne s'est rien passé. En plus, il n'y a aucun second sur lequel on puisse s'appuyer. Je pense que Blake a fait une remontée d'équateur beaucoup plus sereine que celle que même on a faite nous là, parce qu'on était derrière. Donc il trimballait à 800 000 derrière lui, la preuve qu'il avait été meilleur. Nous, il fallait attendre qu'on ait la ligne pour avoir la preuve qu'on avait été bon. C'est d'une autre violence, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'à la ligne, on ne peut pas, moi je ne peux pas crier bravo, je ne peux pas me disperser. On a passé la ligne, Wow. Oh.
trop vu dans certains milieux, les gens prennent leur succès pour du talent. Ça n'était qu'un succès. C'était pas obligatoirement du talent. Moi, je sais très bien ce qu'on a été sur ce tour-là. Et ça me suffit, voilà. Ça me suffit. L'équipage à l'avant, oh! L'équipage à l'avant! Le plus jeune ouvre la bouteille! Voilà! Hey Peter, we just say hello, how are you? C'est à nous, ça. Personne ne pourra nous prendre, jamais, jamais. Personne ne pourra nous prendre qu'on a collé 7 jours à Blake, équateur à équateur. Personne. C'est à nous. La victoire, à un moment donné, avec toute sa magie, c'est faire comprendre aux autres ce qui s'est passé. Parfois, avec les journalistes, je suis un peu peiné, parce que la seule chose que j'aimerais dans se rendre compte, c'est pas qu'ils nous traitent de héros, ou je sais pas quoi, de l'extraordinaire magie de ce monde et de compétition et tout. Et ça, parfois, j'ai du mal à le faire passer. Mais c'est dur à moi, peut-être qu'un jour, un autre le fera passer et que les gens aimeront plus ce sport à cause de ça.